Toute ma vie, je suis en mouvement. Depuis l'endroit où je nais, jusqu'à ce que je me fonde dans la mer, je bouge, je cours, je rebondis de cascatelle en chute. Ruisseau ou torrent, je virevolte sans arrêt au gré des pentes que je dévale. Devenu adulte et plus raisonnable, du moins en apparence, je traverse de nouveaux paysages et je les sculpte à ma façon. Car le temps est mon ami. C'est avec lui que je pactise afin de tracer mon chemin. Tantôt, je choisis de dessiner des méandres pour mieux m'attarder dans les plaines. Tantôt, je préfère conserver mon élan et m'enivrer du vacarme des tourbillons et des remous. Si quelquefois j'accepte d'être domptée, je reste imprévisible et libre de mes humeurs. J'aime forcer la roche à me livrer passage. Et quoi qu'il arrive, je garde intact mon caractère. Mais je finis toujours par m'unir à mes sœurs pour devenir plus imposante de jour en jour, au fil des distances qui me rapprochent de l'océan. J'apprécie les enfants, leurs caresses et leurs jeux. Ils me le rendent bien. Et je suis utile aux hommes comme aux animaux. Mes visages sont multiples. Je peux être fluette, légère, m'écouler rapidement pour être fraîche et transparente. Je suis alors l'amie des truites, des chabots ou des écrevisses qui bénéficient ainsi de toutes les qualités nécessaires à l'accomplissement du cycle de leur existence. Je peux également être large, profonde, avec un courant lent, une eau opaque et des fonds vaseux chargés de matière organique en décomposition. Les poissons des secteurs plus frais laissent alors place aux gardons, aux chevennes, aux carpes et aux brochets qui trouvent chez moi un habitat, une nourriture et des zones de reproduction adaptées. J'abrite d'innombrables êtres vivants, parfois minuscules, parfois voyants, mais le plus souvent discrets et reconnaissants des refuges que je leur offre. Mes berges permettent à une foule d'espèces végétales de croître et de se reproduire. Elles aussi servent d'abri à des animaux très variés. Et j'ai le pouvoir de donner corps à de tout petits organismes qui viendront à leur tour perpétuer la chaîne de la vie. Au fil des siècles, et plus récemment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux cours d'eau ont subi de profonds aménagements. Que ce soit pour l'utilisation de la force motrice de l'eau, pour les besoins de l'agriculture ou pour les loisirs, les rivières ont été modelées par les hommes, afin que leurs activités ne soient plus contraintes ni par les caprices des rivières, ni par les surplus d'eau contenus dans les sols où la nappe phréatique est affleurante. À un moment donné, on voulait aménager le territoire, on pensait qu'on était capable de maîtriser la nature et de faire un petit peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on connaît mieux le fonctionnement des choses, on en est revenu, on sait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on sait que si on construit n'importe où, si on fait n'importe quoi, ce n'est pas sans conséquences, que les cours d'eau, même s'ils ont été rectifiés ou même si on leur a donné un certain gabarit, finiront toujours par nous jouer des tours, qu'on ne les maîtrisera pas forcément toujours, il suffit que ce soit du débit suffisamment important pour que ça ne pose problème. Il y a une quarantaine d'années, on a voulu moderniser l'outil agricole et en parallèle de cela, on a aussi développé les cités. Très rapidement, on a abouti à des conflits d'intérêts au niveau du foncier en particulier, mais aussi à des dégradations de grande ampleur sur l'ensemble des espaces naturels
et en particulier sur les milieux aquatiques. Au niveau agricole, on a rectifié les cours d'eau, on a asséché les zones humides, on a arraché parfois les haies, et on s'est rendu compte que d'une part, l'eau montait beaucoup plus vite au niveau des villes ensuite, qui sont situées dans les points bas, et que d'autre part, les rivières n'avaient plus leur caractère naturel, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnaient plus de manière équilibrée dans le temps. La réglementation de ces dernières années s'est nettement affermie. Les systèmes d'assainissement doivent être mis aux normes, soit par la collectivité, soit par les particuliers eux-mêmes, suivant les zonages. Les exploitants agricoles ont à ajuster leurs pratiques et à mettre leurs exploitations en conformité avec cette réglementation, afin de limiter au maximum leurs impacts sur les milieux naturels et les rivières en particulier. La législation sur l'eau est issue effectivement d'un certain nombre de directives européennes, comme la directive nitrate, la directive eaux résiduaires urbaines et la dernière en date, la directive cadre sur l'eau. Donc ces directives fixent des obligations donc, aux États membres en termes de résultats. Elles sont retranscrites en droit français dans le Code de l'environnement et dont la dernière version concernant le domaine de l'eau remonte au 31 décembre 2006. Voilà. Donc cette législation et les réglementations qui en découlent s'appliquent à l'ensemble des usagers de l'eau, donc les particuliers, les agriculteurs, les industriels, les collectivités, les pêcheurs et d'autres usagers. Voilà. Depuis une quarantaine d'années, la réglementation en matière d'environnement est devenue de plus en plus complexe. À un tel point qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir s'y retrouver. La réglementation en matière d'agriculture est effectivement abondante et constamment renouvelée. Et la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement de s'adapter à l'évolution réglementaire qui ne cesse de se produire année après année. Je pense qu'il y a une partie qui est assez importante et on va dire quand même dans beaucoup de cas qui peut être favorable à l'agriculteur dans le sens où elle oblige aussi à améliorer des pratiques, à faire des économies sur les intrants ou sur un certain nombre de pratiques. Par contre, voilà, on n'est pas très loin de l'overdose et le fait est qu'on ne donne pas tellement de temps à une réglementation de produire ses effets, qu'on en invente de nouvelles et ça c'est effectivement la partie qui passe le plus mal sur le terrain. La réglementation a toujours ennuyé l'agriculteur, c'est certain. Depuis, on va dire, depuis la PAC et bien avant la PAC, c'est-à-dire des années depuis 90, toutes les lois, les mises aux normes, les interdictions aux engrais, aux pesticides, tout ça ont toujours été diminuées par l'agriculteur. On fait énormément d'efforts à ce niveau-là. Donc oui, les lois nous enquiquinent, qu'on nous laisse travailler comme on veut travailler, qu'on nous laisse respecter la nature comme on l'a toujours respectée. Et puis voilà. Tout au long des dernières décennies, j'ai été souvent maltraitée par les sociétés humaines. Mes eaux, naguère fraîches et limpides, se sont chargées de sédiments, de pesticides, de produits pharmacologiques. Elles se sont de plus en plus enfoncées dans des sols souvent marneux, exempts de tout galet à faire rouler sous mes courants. Ma faune et ma flore se sont appauvries. Les espèces les plus représentatives des eaux claires et rapides ont disparu, laissant la place à des espèces moins exigeantes et plus typiques des cours d'eau lents. Quelle tristesse pour moi qui aimais tant gambader à ma guise et rebondir, libre et joyeuse, de caillou en rocher, dans une nature encore intacte. Si l'on me respectait et me laissait quelques répits, sans doute retrouverais-je assez vite mes caractéristiques originelles. Mais parfois, les dégâts sont tels que mon dynamisme a été à jamais perdu. Il serait alors nécessaire que les hommes viennent réparer tout ce qu'ils ont détruit. Hélas, chacun d'eux voit midi de sa fenêtre.
Les uns prétendent qu'auparavant on pêchait chez moi beaucoup plus de poissons qu'aujourd'hui. D'autres invoquent les bienfaits des recalibrages des années passées, qui permettaient d'accéder plus précocement aux champs et de cultiver là où autrefois les terrains étaient humides. D'autres encore tirent la sonnette d'alarme et signalent que la qualité des rivières s'est nettement dégradée ces derniers temps, allant jusqu'à affirmer que si rien n'est fait, nous serons bientôt voués, toutes autant que nous sommes, à une mort certaine. La rivière se conjugue en une succession d'habitats naturels, chacun n'étant propice qu'à un certain nombre d'espèces. L'important, c'est l'amplitude des méandres, la nature des fonds, la présence de boisements de berges, le degré d'incision de son lit sont autant d'éléments utilisés pour décrire les paramètres physiques d'une rivière. À ceci s'ajoute la qualité chimique de l'eau qui s'y écoule. Elle est définie par la nature des sols, mais aussi par les substances naturelles ou humaines qui s'y déversent en plus ou moins grande quantité. De l'ensemble de ces facteurs dépend la capacité de la rivière à accueillir certaines espèces animales ou végétales plutôt que d'autres, et à leur permettre ou pas d'avoir un développement équilibré. Depuis quelques années maintenant, on parle de bon état écologique. C'est le fait pour un cours d'eau de fonctionner correctement, d'avoir une qualité d'eau correcte et de ce fait de pouvoir accueillir un peuplement piscicole ou un peuplement de petites bêtes, de macrobatos comme on dit, qui correspondent à ce qu'ils devraient être. On sait très bien aujourd'hui que le fait d'avoir redressé des cours d'eau, ça déclenche des phénomènes d'incision, c'est-à-dire d'enfoncement du lit. À partir du moment où le lit s'enfonce, il va s'enfoncer de plus en plus. Et il peut arriver que cet enfoncement soit suffisant pour remettre en cause des infrastructures, telles que des ponts, parce que leurs assises sont menacées, parce que le cours d'eau est descendu en dessous de ces assises. On s'est rendu compte que les aménagements ou la gestion que l'on avait pu entreprendre pendant des années, qui plaçait l'homme au-dessus de tout, était une erreur et qu'on ne pouvait plus continuer comme ça et qu'au contraire, il fallait revenir en arrière pour éviter d'aller vers des désagréments. L'état écologique des cours d'eau dans le secteur, sur la Haute-Saône, on va dire. Globalement, on considère que les cours d'eau qui étaient vraiment de très mauvaise qualité, ces 10-15 dernières années, leur qualité ne s'est pas aggravée. Ils ne sont pas encore devenus d'une qualité encore plus médiocre qu'ils ne l'étaient. Ça se stabilise pour les cours d'eau de mauvaise qualité, donc lié quand même à certains efforts qu'on a eus sur les stations d'épuration, etc. La réglementation aussi, qui limite quand même l'utilisation de produits ou des aménagements directement dans les rivières. Maintenant, c'est plus réglementé. Par contre, les cours d'eau qui étaient de bonne, voire de très bonne qualité il y a 10, 15, 20 ans, eh bien, eux, leur qualité continue à se dégrader. Si vous voulez, on a des cours d'eau de qualité très, très moyenne un peu partout, et on perd petit à petit ces derniers cours d'eau qui étaient de très bonne qualité. Là, on est dans un petit affluent du Durgeon qui s'appelle la Colombine. Et vraiment, on est dans un des plus beaux coins de la Haute-Saône. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus grand-chose dans ces rivières. Voilà, on a quelques goujons, des chevennes, les truites, on n'en parle plus. On n'arrive plus à avoir les poissons qu'on avait.
dans le temps, il y a 40 ans. On avait de l'écrevisse à pied blanc qui s'appelait Ostropotamyobus palipes palipes. De l'écrevisse de souche. Voilà. On n'en a plus. Et sur les poissons, il y avait de la truite. Il y avait de la truite sauvage. Il n'y en a plus. Il y a des chevennes. Beaucoup de chevennes. Il y a des brochets qui ne devraient pas être là, dans une rivière de première catégorie, sur la dégradation de la qualité des eaux. On peut parler du réchauffement des eaux, de la diminution du débit. Mais ça vient de ce qu'on a demandé aux paysans il y a 40 ou 50 ans, de redresser les rivières, de drainer partout. Il y a 50 ans, l'État leur a demandé. Et puis maintenant, on revient en arrière. On leur demande de reméandrer les rivières, ce qui va coûter beaucoup d'argent. Il y a un déséquilibre total. Eh bien, mon avenir, il est forcément pessimiste. Voilà. Les principaux dysfonctionnements qu'on observe aujourd'hui dans les milieux aquatiques, notamment pour leur catégorie piscicole, c'est-à-dire les rivières à truites, c'est avant tout un réchauffement des eaux en période estivale, une banalisation des écoulements, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette succession de zones rapides, de zones lentes, donc de zones profondes où les poissons peuvent se cacher, des zones plus rapides où ils vont venir se nourrir ou se reproduire. On a aussi par exemple en été des périodes d'étiage qui sont beaucoup plus sévères que ce qu'on avait auparavant, ce qui n'est pas bon non plus pour la rivière, avec une élévation de température, 26-27 degrés pour certaines rivières, ce qui est absolument létal pour la truite ne pouvant pas résister à de telles températures dans une rivière. Aujourd'hui, la directive cadre européenne sur l'eau impose le retour au bon état des cours d'eau, donc un bon état à la fois écologique et chimique, c'est-à-dire que pour l'atteindre, il va falloir travailler sur les différents compartiments impactés, donc la qualité d'eau et la qualité morphologique des cours d'eau. La réhabilitation physique et fonctionnelle des cours d'eau qui doit intervenir impérativement si on veut obtenir le bon état écologique va faire appel à des leviers extrêmement variés et extrêmement difficiles à associer. C'est la conciliation de cet ensemble-là qui rend cette réhabilitation physique beaucoup plus délicate et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que le fait de travailler sur la qualité de l'eau. Les rectifications de cours d'eau financées par l'État il y a à peu près 20 à 30 ans selon les communes répondaient à un besoin de la profession agricole d'avoir des structures d'exploitation plus adaptées à justement à une période de développement important de l'agriculture dans les années 70 jusqu'à 90. Aujourd'hui, localement, on fait un petit peu marche arrière en revenant dans certains cas à des projets de renaturation de cours d'eau. Et donc la profession agricole est assez vigilante, voire très vigilante sur ce type de projet, parce que ça remet en cause finalement tout un processus de longue durée de ces dernières années. Et donc la marche en arrière, ou ce qui est perçu comme une marche en arrière, est assez compliqué à gérer. Face à ce constat, il est apparu préférable de changer les méthodes de travail de chacun et plutôt que de regarder les aménagements avec un seul objectif final, essayer de le concevoir en regardant l'ensemble des usages qui peuvent être faits du site. Grâce à ce travail de concertation, on essaie de mettre en œuvre des projets qui permettent, pas de satisfaire tout le monde, mais globalement de trouver un certain équilibre entre la volonté de départ et les attentes des uns et des autres qui peuvent être intégrées pour permettre une mise en œuvre cohérente de ce projet. Là où c'est possible, en accord avec le monde agricole et les propriétaires des parcelles, on va essayer de redonner à la rivière les méandres qu'elle a perdus suite au remembrement. Pour redonner à la rivière un certain côté naturel, les aménagements nécessaires demandent aux agriculteurs de repenser la gestion de leurs parcelles et parfois même d'abandonner un peu de terrain pour que les travaux puissent être réalisés. Ceci intervient dans un contexte déjà fragilisé où les demandes de foncier n'ont jamais été aussi fortes. Selon l'intensité des pressions s'exerçant sur la rivière,
et l'ampleur ou la difficulté des actions à mener pour lui redonner vie, il faudra plus ou moins de temps pour que les actions de restauration entreprises sur le terrain portent véritablement leurs fruits. Certes, je connais et comprends les projets des hommes dont les ambitions sont si différentes selon leur caractère, leurs activités et leurs intérêts. Certains ont désormais le souci de me protéger et par là même de préserver leur futur. Mais d'autres n'ont Dieu que pour un profit immédiat et se préoccupent bien peu de m'accorder les espaces qui me sont pourtant nécessaires. En revanche, d'autres militent pour me sauver et me faire renaître en me redonnant mes nécessités vitales. Quelques agriculteurs acceptent même de me restituer un peu de leurs terres. Je peux alors espérer retrouver mon aspect naturel. Mais de ces concessions et des aménagements qu'on m'impose, bien des communes et des collectivités espèrent seulement, en fait, une limitation de mes débordements. Car il est vrai que parfois je m'énerve et donne libre cours à ma colère. N'est-ce pas là le seul moyen de rappeler aux hommes qu'ils ne sont que de passage et que, quoi qu'ils entreprennent, ils demeurent bien fragiles devant les forces de la nature? Les cours d'eau ont une certaine capacité à se régénérer d'eux-mêmes, toujours sous réserve qu'on arrête les altérations, c'est la première condition. Et ensuite, en fonction des cours d'eau, certains types de cours d'eau seront capables de se régénérer eux-mêmes et certains ne pourront pas le faire seuls. Et donc l'homme va devoir intervenir par des opérations de restauration par exemple. Les principaux travaux que l'on peut entreprendre pour améliorer la qualité écologique des cours d'eau pourrait être une restauration morphologique avec par exemple du reméandrement, c'est-à-dire essayer de redonner une forme originelle au cours d'eau, et également une intervention sur la continuité écologique, c'est-à-dire une intervention sur tous ces seuils qui viennent bloquer à la fois le transport sédimentaire mais également la circulation des espèces qui vivent dans les rivières. Étant donné l'état mesuré des dégradations sur les paramètres physiques et chimiques des cours d'eau du bassin du Durgeon, il est le plus souvent nécessaire de travailler simultanément sur l'ensemble de ces paramètres pour que les rivières retrouvent un état écologique satisfaisant. À son niveau, le syndicat du Durgeon travaille en étroite concertation avec le monde agricole, afin que les aménagements de rivières prévus atteignent maintenant un double objectif: préserver l'outil de travail agricole et revenir à des rivières poissonneuses. Pour redonner aux rivières un fonctionnement équilibré, et selon l'état de dégradation du cours d'eau, il peut être proposé d'effacer les barrages qui n'ont plus d'utilité, de concentrer les écoulements en période de basses eaux, de les diversifier, ou encore de restaurer une végétation rivulaire absente ou de la limiter quand elle est trop envahissante. Dans les cas extrêmes, et là où c'est encore possible, il peut être nécessaire de recréer une rivière de toutes pièces. La qualité des cours d'eau, oui, s'est dégradée, comme globalement la qualité de notre environnement. On n'a pas le droit de ne pas essayer de freiner ce phénomène, mais il faut rester réaliste, c'est quand même un phénomène qui est très très grave et qui va nous demander beaucoup d'efforts et beaucoup plus que ce qu'on fournit actuellement, même si par certains aspects on pourrait avoir l'impression que cette fois-ci tout le monde travaille pour la nature, l'environnement, etc., qu'il y a des prises de conscience, etc. Le phénomène est suffisamment grave pour qu'on hérite déjà du passé à traiter et on poursuit encore actuellement quand même la dégradation des milieux. Et ouais, on n'est pas sorti d'affaire du tout. Mais on n'a pas le droit de ne pas essayer, au moins pour les générations futures. Mais ça va être difficile.
La dégradation des rivières, c'est fait en à peu près 10 à 20 ans. Et on le sait, il est beaucoup plus facile de dégrader que de reconstruire. Alors oui, ça va être long, oui, ça va coûter de l'argent, mais on a les moyens aujourd'hui de pouvoir restaurer la qualité de nos rivières.